Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les mutations des menaces sécuritaires observées dans le septentrion et les régions anglophones préoccupent au plus haut point l'administration territoriale au Cameroun. Les gouverneurs des 10 régions du pays réunis en conférence semestrielle à Yaoundé analysent les enjeux d'une cohésion sociale mise à mal au Cameroun, notamment sur le théâtre d'une crise anglophone où les affrontements armés entre assaillants et forces de sécurité camerounaises suscitent également l'intérêt de la communauté internationale avec la visite très attendue de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun. Pendant une semaine, elle doit discuter avec le gouvernement, la société civile et l'opposition au sujet de la crise anglophone. Nous en parlerons dans ce journal. Également, une épineuse équation difficile et complexe à résoudre au Cameroun. L'émigration clandestine qui touche de plein fouet le pays, un fléau social dont le gouvernement peine à juguler les tentacules. Vous suivrez des experts analyser les politiques publiques destinées à la jeunesse qui prend le risque, au péril de leur vie, de se rendre en Libye pour tenter de joindre l'Europe. On en parle également dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En plus du front de guerre contre le terrorisme observé dans le septentrion, il y a un autre front de guerre qui s'est ouvert il y a quelques semaines dans les régions anglophones où des assaillants sont repoussés par les forces de sécurité camerounaises. La menace sécessionniste également qui a mis en alerte la région de l'Adamawa. Ces mutations des menaces sécuritaires préoccupent au plus haut point l'administration territoriale. C'est le thème de la conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du pays qui se rencontrent du côté de Yaoundé avec des prescriptions majeures données par le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation, René Emmanuel Stagi. Compte rendu avec Guy Zogo. Ça va être une conférence de gouverneurs essentiellement axée sur la situation sécuritaire du pays. Telle est l'annonce faite par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation lors de l'ouverture de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs des régions pour l'année 2017 à Yaoundé. Et pour preuve, la sécurité est au rendez-vous. Parlant de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qualifie d'irréalistes les revendications faites sur le terrain. Ces revendications intempestives et irréalistes que l'on veut faire entendre et faire tout d'abord par l'usage de la force et la force qu'ils ont ne sont pas acceptables. Elles sont à condamner sans dommage. Pour lui, il est clair qu'il faut y répondre au risque de laisser l'anarchie s'installer. En pareille circonstance, l'État a le devoir de rétablir l'ordre au nom de la loi et dans l'intérêt de tous. Agir autrement, c'est laisser l'anarchie s'installer. Cela en s'appuyant sur le monopole de la violence légitime que détient l'État. Dans ce contexte, le maintien de l'ordre public constitue plus que par le passé le cœur même des missions régaliennes de l'autorité administrative. Il s'agit, et vous l'avez certainement bien compris, il s'agit de l'ordre public perçu dans son critique classique de prévention, action, répression. Au demeurant, le point sécuritaire sur le territoire national fait voir des résultats positifs face à Boko Haram. Boko Haram est considérablement affaibli. Les efforts restent à faire. Il faut maintenir le calme. Il faut maintenir la vigilance pour que cette situation se stabilise davantage. Ce que confirme le patron de cette région. La région de l'extrême nord retrouve ses lettres d'antan et
vous allez trouver que le petit agriculteur, l'éleveur, a renoué avec ses activités. Le commerce, partant de Maïdougouri, passant par Koussiri ou Gamena, a rouvert ses portes. Moubi, Mokolo également. Idem dans le nord-ouest ou le sud-ouest, où le chef de la territoriale confirme que la situation est en définitive sous contrôle. En dépit de quelques faits qu'on a enregistrés ici et là, dans ces deux régions de notre pays, la situation est sous contrôle. Optimisme et assurance, matinée de fermeté, sont donc le leitmotiv de la deuxième conférence annuelle des gouverneurs des régions. Sur les enjeux de cette conférence semestrielle des gouverneurs, je vous propose d'écouter le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, qui évoque ces mutations des menaces sécuritaires et le rôle crucial des gouverneurs dans la préservation de la cohésion sociale et l'intégrité du territoire. Ces revendications intempestives et irréalistes que l'on veut faire entendre et faire prévaloir par l'usage de la force et la force des armes ne sont pas acceptables. Elles sont à condamner sans embâche. La riposte et la réponse à y apporter sont, nous en convenons, une affaire de tous. En pareille circonstance, l'État a le devoir de rétablir l'ordre au nom de la loi et dans l'intérêt de tous. Agir autrement, c'est laisser l'anarchie s'installer. Il revient à l'autorité administrative, garant de l'ordre public sur son territoire de commandement. Le pays à sous de force reste à la loi et que seule l'autorité de l'État continue sur l'ensemble du territoire national à prévaloir sur toute autre considération. Vous le savez, une autre menace sécuritaire est apparue depuis quelques semaines sur le théâtre de la crise anglophone où il y a des affrontements armés entre assaillants sécessionnistes et les forces de sécurité camerounaises, une situation sociopolitique qui se dégrade de jour en jour et qui préoccupe la communauté internationale. La secrétaire générale du Commonwealth est attendue ce soir à Yaoundé. Elle entame une visite d'une semaine au Cameroun. Elle doit rencontrer le Premier ministre, le chef de l'État, des acteurs politiques, la société civile et dans son agenda, la situation politique dans les régions anglophones. Quel est le rôle et l'influence du Commonwealth dans la gestion d'une telle crise? Quel pourrait être son objectif, ses missions et sa capacité à amener le gouvernement à pouvoir adresser des causes profondes de la crise? Et le monde des réponses avec Kédiara. Depuis le 1er avril 2016, c'est Patricia Scotland qui est à la tête du secrétariat de l'institution. Il s'agit d'une avocate, femme politique et diplomate britannique, et dominicaise. Elle est membre de la Chambre des Lords depuis 1997, a été procureure générale pour l'Angleterre et le pays de Galles de 2007 à 2010. Rappelons que c'est en novembre 2015 qu'elle est nommée au poste de secrétaire générale du Commonwealth par les 53 États membres de cette organisation. Elle est la première femme et la première personne de nationalité britannique à exercer la fonction. Le pays et l'organisation ont su développer une coopération intense, à la fois basée sur plusieurs plans. Dans le domaine de la politique, le Commonwealth s'est démarqué par son implication dans le processus de démocratisation du Cameroun. Ses observateurs ont dans cette optique assisté à la plupart des élections organisées dans le pays depuis 1995. Au-delà, il y a eu la création le 14 décembre 2002 de la Commission présidentielle Cameroun Commonwealth, sous l'impulsion d'un envoyé spécial du Club des Gentlemen. Et depuis lors, on a pu assister à des changements de la structure politique camerounaise, notamment avec la création de la CONAC, de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et d'Elections Cameroun, pour ne citer que cela. Hors du champ politique, il y a également l'économie, le sport, la culture et le social, avec une assistance technique évaluée à plusieurs milliards de francs CFA, la promotion de l'égalité des genres, de la jeunesse, la santé publique, l'éducation pour tous.
Et nous prolongerons le débat sur la crise anglophone avec cette visite de la secrétaire générale du Commonwealth, invitée politique de ce lundi, la présidente élue de l'Union des populations du Cameroun, Abiba Issa Douala Bedi, l'invitée du 20h ce lundi. D'abord, l'actualité, c'est une équation difficile et complexe à résoudre pour le gouvernement camerounais. L'immigration clandestine reste une épine sur le dos du gouvernement, incapable de juguler ce fléau social. Des experts réunis à Yaoundé ont diagnostiqué les insuffisances de la politique publique du gouvernement destinée à la jeunesse afin d'éviter qu'elle puisse se retrouver sur les routes de l'immigration clandestine et être confrontée à cette traite des êtres humains décriée en Libye. Le débat refait surface à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les immigrations clandestines. Reportage Joël Essengue et Aïk Cyril. La vague de rapatriement se poursuit. Ce week-end encore, plus de 100 migrants ont été reçus à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, portant à 700 environ le nombre de migrants camerounais rapatriés de la Méditerranée. Et c'est dans ce contexte que se célèbre la Journée internationale des migrants, occasion pour les acteurs des questions migratoires d'évoquer les enjeux et les défis des migrations transfrontalières. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la solidarité internationale. C'est pour ça que tous les États se sont levés comme un seul homme après l'actualité libyenne pour dire qu'il faut rapidement sortir ces gens de cette situation-là. Et c'est ça que j'appelle la solidarité internationale. Maintenant, il y a un autre enjeu. Les migrations vont se poursuivre. Les migrations ont toujours existé. Au moment où les migrants camerounais retournent au bercail, la question de leur réinsertion dans la société se pose avec acuité. De l'avis des experts des questions migratoires, les mesures prises actuellement par les pouvoirs publics et les partenaires au développement sont loin de répondre à cette question. Je ne pense pas que ce que l'OIM va apporter, parce qu'ils n'ont pas des moyens infinis, va résoudre le problème des chefs de famille que ces gens étaient, le problème des mamans que certaines dames sont devenues entre-temps, le problème de leurs enfants, le problème de leur santé, en tout cas le problème de la vie tout court. Beaucoup sont déçus, ils ont reçu des informations selon lesquelles ils devaient recevoir des centaines de milliers, des millions d'argent, et comme ils ne les reçoivent pas, je pense que beaucoup pensent qu'ils vont reprendre la route. Et là, je dis que si ces gars reprennent la route, ce sera un échec mondial, un échec de toute la communauté internationale, de tous les acteurs. Et donc, les États, comme le Cameroun, doivent prendre leurs responsabilités, maintenant que les gars sont là, pour tout faire pour les maintenir. Migration transfrontalière, enjeux et défis pour le Cameroun. C'est sous ce thème que se célèbre la Journée internationale des migrants, avec l'espoir que des conditions vont être créées au plan local pour limiter au maximum les migrations. C'est une crise de management public, 2 conseils d'administration extraordinaires tenus en moins de 50 jours pour sortir la société Kamwata des eaux troubles. Il y a eu ce lundi un conseil d'administration extraordinaire pour limoger le directeur général adjoint de la société Kamwata. Ngompa Félix a été éjecté de son poste ce lundi après 10 ans passés à la direction générale de la Kamwata. Ceci après une communication spéciale du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Jean-Pierre Bichoka, ingénieur en génie rural, est le nouveau directeur général adjoint de la Kamwata. C'est la 2e fois en moins de 50 jours qu'un conseil d'administration extraordinaire est convoqué au sein de cette entreprise. La dernière avait eu lieu il y a quelques semaines pour nommer un nouveau directeur général à la tête de cette entreprise, la Kamwata, qui a pour défi majeur d'améliorer la production de l'eau et qui doit bien sûr s'occuper de la distribution de l'eau dans les tout prochains mois après la reprise en main du service de distribution de l'eau au Cameroun. Dans un tel contexte de 109 injectés au sein de l'entreprise Kamwata, il y a un épineux dossier qui n'a pas encore été réglé, celui de la reprise en main de cette entreprise du service de distribution de l'eau. Où en est-on concrètement avec ce dossier? Élément de réponse avec Donald Brice, Kamgan.
Je vous parlais donc de cet élément concernant cet épineux dossier sur la reprise de l'entreprise, la camerounaise des eaux, qui doit être confiée désormais à la Camouata après une décision du chef de l'État de ne pas renouveler le contrat d'affermage avec les actionnaires marocains de la CDE. Cependant, ce dossier semble traîner au regard de plusieurs observateurs. Où en est-on aujourd'hui, au moment où un directeur général adjoint vient d'être nommé à la Camouata? Des précisions dans ce reportage signé Donald Brice Camgan. Je vous parlais donc de ce reportage sur le contrat d'affermage entre le gouvernement camerounais et la Camerounaise des eaux, qui est une entreprise à économie mixte, dirigée en grande partie par des Marocains. Le contrat d'affermage qui prend fin en 2018, le gouvernement a choisi de ne pas renouveler ce contrat. Cependant, la clôture d'un tel contrat semble traîner au regard de plusieurs observateurs, au moment où la Camouata doit relever le défi de résoudre le déficit en matière d'eau potable. A-t-elle assez les moyens pour pouvoir assurer la distribution de l'eau au Cameroun? Où en est-on avec la clôture de ce contrat d'affermage? Élément de réponse avec Donald Brice Camgan. Il fallait s'en tenir aux nombreuses sorties des pouvoirs publics. Le contrat d'affermage qui lie le Cameroun à la Camerounaise des eaux ne serait plus qu'un lointain souvenir. Le 10 novembre dernier, lorsqu'il installe le nouveau directeur général de la Camouata, le ministre de l'eau et de l'énergie met un point d'honneur sur le parachèvement de la clôture du contrat entre le Cameroun et la CDE. Mais déjà pour avant ces recommandations, Basile Atanganakuna lui-même avait été instruit par le secrétaire général de la présidence de la République de procéder à la signature d'un marché spécial avec le cabinet privé Okala Anda et associés. Ce cabinet d'audit devait assurer la mise en œuvre des formalités de clôture du contrat avec l'entreprise en charge de la distribution de l'eau potable au Cameroun, d'après la correspondance de Ferdinand Gongo adressée à Basile Atanganakuna. Cette émission devait durer 12 mois, période pendant laquelle la Camouata est censée reprendre le service à fermer et gérer les questions post-contractuelles potentielles, ajoutait le SGPR. Des instructions elles-mêmes qui découlent d'une note signée en 2016 par le chef de l'État. Paul Biya demandait que le divorce soit consommé entre le Cameroun et la CDE au plus tard le 31 août 2017, avant de préciser que toutes les dispositions soient prises pour la reprise en main prendre par la Camouata de la gestion de l'exploitation des services jusque-là fermés, notamment l'administration, le personnel, les équipements, le matériel, les archives, etc. Si les raisons de cette intention de rupture du contrat avec la CDE ne sont pas officiellement énoncées, les observateurs évoquent le bilan mitigé de l'entreprise inter-camerounaise. Le contrat de la CDE à capitaux marocains date de 2007 et devrait s'achever en 2018. La Camouata qui, elle, est confrontée à une crise de management public, 2 conseils d'administration extraordinaires convoqués en moins de 50 jours pour sortir la Camouata des eaux troubles. Le directeur général adjoint Félix Ngompa, en poste depuis 10 ans, n'a pas résisté au vent de changement qui a soufflé au sein de cette entreprise publique, et du sang neuf a été injecté ce lundi en présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Je vous propose d'écouter le docteur Basile Atanganakuna sur le cap fixé à la nouvelle direction générale de la Camouata avec un nouveau directeur général adjoint, Jean-Pierre Bichoka. Écoutez le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Venu ici sur les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, il s'est agi de nommer un nouveau directeur général adjoint à la Camouata. Il était question que je transmette cette haute instruction au conseil d'administration. Et le conseil a délibéré et M. Bichoka Jean-Pierre a été nommé directeur général adjoint de la Camouata en remplacement de M. Ngompa Félix. C'était le seul point à l'ordre du jour, mais j'aurai une réunion avec le directeur général et son adjoint pour leur dire de bien préparer l'étiage. Vous savez qu'il va faire très chaud là et il faudrait que les populations aient de l'eau potable. La deuxième chose que je vais leur dire, c'est de bien appliquer les très hautes instructions du chef de l'État tendant à faire assurer l'exploitation
de l'eau potable au Cameroun par la Cameroun Water Utilities Corporation. Parce que le chef de l'État a déjà donné des instructions dans ce sens. Il s'agit pour cette nouvelle équipe d'implémenter la haute décision du chef de l'État. Et une autre en sport, l'exclusion de Vincent Aboubakar de la shortlist des footballeurs en course pour le Ballon d'Or africain fait des gorges chaudes au Cameroun. La nouvelle surprend plus d'un Camerounais. Pourtant, Vincent Aboubakar est champion d'Afrique en 2017 et l'un des meilleurs joueurs africains dans les championnats européens. Ses performances lui donnaient pourtant super favori dans cette course au Ballon d'Or africain. Il ne figure pas dans la shortlist des 3 footballeurs retenus par la CAF pour décerner le Ballon d'Or africain en janvier 2018. Parlons à présent d'un festival culturel avant la deuxième partie de ce journal concernant bien sûr la valorisation des us et coutumes dans le département de Bamboutos. Reportage. C'est une grande première dans les Bamboutos, l'organisation d'un festival pour célébrer l'art et la culture des Mangwa People originaires des 16 groupements autour d'un concept fédérateur, Kufoma. Considérons cette expression comme un indicateur de la fête de retrouvailles des fils et filles Mangwa autour de leur chef coutumier, de leur tradition. Pour ces premières retrouvailles de l'histoire, les 16 groupements étalent leur richesse culturelle, esquissent de pas de danse patrimoniale au rythme de certains instruments de musique légendaires. L'exposition des tenues vestimentaires traditionnelles, des objets d'art sculptés par leurs aïeux depuis les temps anciens, occupe une place de choix au festival Kufoma. Dans le round-up du site, visiteurs et touristes ont l'opportunité de découvrir l'organisation et la structuration des chefferies traditionnelles, les us et coutumes séculaires des 16 groupements. Au-delà du riche répertoire culturel des Mangwa People, le festival Kufoma, c'est aussi des espaces d'expression offerts à d'autres communautés. Le tout baptisé Intégration nationale, dans un contexte de promotion du vivre ensemble. Les différentes communautés ont pris part au festival en sympathisant avec les organisateurs du festival. Dit que c'est notre Cameroun, c'est notre pays. Nous sommes fiers de notre diversité et nous sommes unis à notre force. Et pour montrer l'attachement à la tradition du vivre ensemble et au culte de la paix, les 16 chefs supérieurs au nom des Mangwa People, nous 16 arbres de paix, traduction de l'engagement de ce département à préserver la paix et l'unité du Cameroun. Au bout de 8 jours de communion et de partage, la première édition du festival Kufoma est un coup d'essai, coup de maître, se satisfont les promoteurs. Ces retrouvailles culturelles et fraternelles seront désormais un rendez-vous annuel, a indiqué le comité d'organisation du Kufoma, le festival des arts et de la culture des 16 groupements du département des Bamboutos. La cote d'alerte est atteinte avec ces mutations observées dans les menaces sécuritaires qui vont au-delà du septentrion et touchent également les régions anglophones. La situation préoccupe l'administration territoriale avec les gouverneurs des 10 régions réunis en conférence semestrielle à Yaoundé, aussi la visite de la secrétaire générale du Commonwealth et la classe politique camerounaise qui ne cesse d'appeler à un véritable dialogue politique pour sortir de la crise anglophone. Nous en parlerons en deuxième partie de ce journal avec la présidente de l'UPC, Abiba Issa, qui est l'invité politique du 20h. Mais avant, c'est publié reportage avec l'entreprise Socatral qui met en avant son expérience technologique avec ces nouveaux produits pour permettre aux Camerounais de mieux construire leurs maisons d'habitation et leurs entreprises. Reportage. La société camerounaise de transformation de l'aluminium Socatral, à travers sa marche sportive, est en promotion de sa ligne de tôles laquées. Économique, durable et confortable, les tôles Socatral se distinguent par leur beauté et originalité. Conçue pour satisfaire l'envie de sa clientèle, elle offre un éventail de couleurs et apporte du style à leur maison de rêve. La tôle aluminium Socatral ne rouille pas. Et ça, on ne le dit pas seulement. On a fait des tests de vieillissement selon le procédé de brouillard salin avec les autres métaux. Et la tôle aluminium Socatral est restée intacte. C'est une tôle qui résiste aux épreuves du temps.
première en Afrique centrale depuis 1964, les tôles Socatrale sont présentes dans plus de 18 pays en Afrique. Nous avons installé cette ligne de laquage en 2016. C'est pour permettre au public camerounais d'acquérir la tôle laquée, la tôle de couleur moins chère. On met la tôle laquée à la portée de tout le monde. Accessibles à toutes les couches sociales, les tôles Socatrale font des héros depuis de longues années. J'avais fait la toiture de Mombukaro, mais 2 ans plus tard, j'ai constaté que la tôle qu'on m'avait donnée n'était pas de bonne qualité, parce qu'elle était en train de rouiller. Bon, mais quand j'ai entendu que la tôle avait plutôt mis sa tôle sur le marché, bon, je me suis précipité, j'ai acheté la tôle à l'UQAM Socatrale, et depuis 2 ans, je n'ai pas de problème, je me sens à l'aise. Donc je recommande à tous les utilisateurs d'aller vers Socatrale, s'acheter la tôle aluminium. Le groupe Alucam, constitué de 3 entités industrielles, à savoir Alucam, Socatrale et Alubassa, est une entreprise citoyenne. Au travers de cette marche sportive, Alucam vient consolider ses liens avec les populations des DA qui constituent de véritables ambassadeurs des tôles Socatrale. Le sport, c'est un point essentiel du programme communautaire d'Alucam, le sport et les loisirs. Donc pour nous, cette marche est un plus et le fait que la population ait répondu vraiment en masse, nous espérons que ça va aider à modifier les habitudes parce que nous tous, nous connaissons les bienfaits du sport sur la santé. Choisir les tôles Socatrale, c'est choisir la qualité. La filiale de la société Alcatel-Lucent célèbre l'excellence au sein de son personnel méritant. Ils ont reçu des médailles d'honneur du travail décernées par le préfet Duvoury au cours d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Reportage. Toutes ces années de dur labeur, de frustration, de joie, de peine au sein de la structure Alcatel-Lucent peuvent-elles se résumer en une seule médaille de travail? Ce fut un jour mémorable pour les employés de la société de téléphonie Alcatel-Lucent West and Central Africa. Leur sens d'abnégation et de dévouement au travail ont été récompensés par des médailles d'honneur du travail. La salle de la maison du combattant de Bonanjo à Douala a servi de cadre à cette cérémonie de remise des décorations. Le préfet du département Duvoury va à chaque fois répéter la phrase rituelle avant d'épingler la médaille sur la poitrine des heureux récipiendaires. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille d'honneur du travail en or. Ceci est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts à la tâche, confessent les récipiendaires. C'est la persévérance, être honnête et puis se donner au travail tous les jours et puis ça va aller. Je suis très content de sortir en laissant des jeunes enfants très bien formés par moi. Déjà c'est la première médaille au bout de 12 ans de service et je suis reconnaissant à l'administration d'avoir fait ce pas et d'avoir accéléré pour que nous puissions être honorés en ce jour. Nous allons continuer de conjuguer nos efforts afin que nous puissions atteindre les défis technologiques du Cameroun au horizon 2035. Donc nous allons travailler dur encore. Pour l'équipe managériale de Alcatel-Lucent, ces distinctions étaient devenues comme un impératif afin de booster le moral des employés. Je pense que c'est une célébration qui n'a pas été faite depuis des années dans notre société et je suis très contente que ce soit fait cette fois-ci, en particulier pour nos camarades et nos collègues d'Alcatel-Lucent Nokia. La société vient quant à elle de nouer de nouveaux contacts pour des lendemains meilleurs. Alcatel-Lucent est maintenant fusionné avec Nokia depuis 2016 et l'essentiel de notre activité est dans les réseaux, les télécoms, l'installation de la 3G, tout ce qui est networking et nous sommes au Cameroun depuis plus de 20 ans. Les heureux récipiendaires ont su compter sur l'appui des membres de leur famille, amis et connaissances venus partager ces moments de bonheur. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal.
Je reçois sur ce plateau la présidente élue de l'Union des populations du Cameroun, Abiba Issa Ndoualabedi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez suivi cette crise anglophone depuis près d'un an qui a maintenant muté avec des affrontements armés entre assaillants sécessionnistes et les forces de sécurité camerounaises. Comment vous appréciez la gestion gouvernementale de cette crise anglophone, vous à l'UPC? Tout d'abord, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles vivement éprouvées. Ce problème anglophone, vous le dites anglophone, mais moi j'ai de la peine à dire problème anglophone. Pourquoi? Parce que le Camerounais ne peut pas s'identifier par une langue étrangère. Le Cameroun est un pays africain avec de l'Afrique centrale, avec son peuple qui a plusieurs langues, une diversité de langues et de cultures. Si le Camerounais s'identifie à la langue étrangère qui est le français ou l'anglais, je trouve que nous sommes encore en train de transporter le colonialisme sur nos têtes. Nous ne sommes pas des anglophones ni des francophones. Ce problème, nous devrions tous être concernés. Et je crois que le problème qui a commencé dès le départ, c'est que l'histoire a voulu que l'histoire du Cameroun commence avec l'Union des populations du Cameroun, qui est l'UPC. Quand nos pères fondateurs avaient commencé à vouloir réclamer l'indépendance et la réunification d'abord, ensuite l'indépendance, notre secrétaire général Oumniobé était à l'ONU. Il a réclamé la réunification d'abord avant et ensuite l'indépendance. Pourquoi? Parce que avec cette diversité de langues, il fallait que le peuple, les fils et filles du Cameroun se réunissent, s'entendent d'abord et puis réclamer l'indépendance, que les colonisateurs étaient venus nous envahir les terres. Il fallait qu'on nous laisse libres de gérer nos patrimoines. Justement, ce plan souhaité par Ruben Oumniobé n'a pas été mis en exécution et aujourd'hui, il y a des revendications profondes qui viennent de ces deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui étaient sous administration britannique après les guerres mondiales. Aujourd'hui, qu'il y a ces problèmes socio-politiques. Comment vous appréciez la façon dont le gouvernement traite ces problèmes? Le Cameroun, par son l'UPC, par son ancien président, avait d'abord demandé, avait prédit le One Cameroun. One Cameroun, un Cameroun uni. Mais aujourd'hui, si nous nous retrouvons à ce problème, face à ce problème, c'est que je crois que c'est la négligence. S'il n'y avait pas de négligence, nous devrions tout de suite écouter, prendre la solution, les problèmes de cette histoire anglophone et trouver sa solution. La négligence est intervenue à quel niveau, selon vous? La négligence est intervenue au niveau où nous n'avons pas d'abord, et le gouvernement n'a pas voulu aujourd'hui réunir le peuple au dialogue. Le dialogue doit être mis à table, sans peur ni crispation. Il faut que le peuple camerounais s'exprime librement. Ils exposent leurs problèmes et on en trouve la solution. La solution avec les qui? Qu'il faut faire le dialogue. Il faut faire le dialogue avec la société civile, avec les partis politiques, avec les hommes religieux, avec les pays voisins et proches, ainsi de suite. Et avec les hommes des médias comme vous également. Il faut que les fils se réunissent pour un dialogue. Sur cette forme de dialogue dont vous êtes en train de faire mention, on a vu le président de la République qui a envoyé plusieurs fois les membres du gouvernement discuter avec les populations locales dans ces deux régions du pays. Est-ce que ce n'est pas aussi une initiative visant à dialoguer, mais cela n'a rien changé sur le théâtre des opérations? Comment expliquez-vous? Une mouche ou une personne meurt dans un autre pays, on parle du président de la République qui se sent profondément touché et qui se mêle dans le problème et qui recherche la solution de ce problème. Aujourd'hui, des milliers, depuis Boko Haram, nous sommes déjà, je ne sais pas combien de millions de milliers de Camerounais ont perdu les vies. S'il y a ce problème, ce n'est plus un problème d'envoi de personnes, c'est un problème d'État. Le président de la République devrait, à mon humble avis, descendre sur le terrain, chercher les hommes
dans la zone anglophone, les hommes traditionnels, les hommes religieux, et leur demander le problème qu'il y a, quel est le problème, et pour trouver la solution. Moi, je ne trouve pas que si on envoie quelqu'un, et que ce n'est même pas peut-être... on envoie simplement quelqu'un de la langue anglaise d'aller vers le pays anglophone. C'est quand même le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre, il reste à savoir si... Il est originaire du Nord-Ouest. Il reste... des élites de ces régions qui sont allées discuter avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec les autorités traditionnelles. Est-ce que la démarche gouvernementale choisie jusqu'ici, pour vous, était une bonne démarche? Je ne trouve pas que c'est une bonne démarche. Moi, je m'attendais à ce que le président de la République descende dans la zone anglophone pour demander des problèmes, pour résoudre ce problème. Il a bien sûr envoyé le Premier ministre, mais est-ce que le Premier ministre, est-ce que c'est sûr qu'il est réellement accepté et aimé par son peuple? C'est aussi ça la question. On peut être anglophone et ne pas être aimé par son peuple. Donc vous posez la question de la légitimité de ces élites qui ont été envoyées sur le terrain? Moi, je trouve que la démarche est très faible. Il faut un dialogue inclusif. Il faut un dialogue sérieux. Il faut que cette histoire de sang des Camerounais qui se verse tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, toutes les heures, il faut que ça cesse. Il faut chercher très immédiatement la solution à ce problème. Justement, le président de la République s'est exprimé sur cette crise en décembre 2016. Il avait indiqué que la forme de l'État restait un État unitaire et décentralisé, alors que plusieurs voix s'élèvent dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour demander un retour au fédéralisme. Quelle est votre position à l'UPC sur cette question de la forme de l'État? Le fédéralisme que les anglophones réclament, je me dis, si on voit autour de nous, tous les pays, même le voisin le plus proche, le Nigeria est fédéré. Le Nigeria est fédéré. Le fédéralisme amène immédiatement au développement du pays. S'il n'y a pas fédéralisme, la décentralisation vraie, pas un semblant de décentralisation. Et là, ça amène chaque région à faire de la jalousie, à développer sa région. Donc, s'il n'y a pas, s'il réclame, il faudrait que le gouvernement fasse comprendre au peuple camerounais que le fédéralisme n'est pas le séparatisme. S'il n'y a pas de séparatisme et que nous sommes simplement fédérés pour que chaque région puisse tranquillement faire développer sa région, je crois que ça fera avancer le Cameroun très rapidement par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors ça fait déjà plus d'1 an que l'opposition à laquelle vous appartenez appelle le chef de l'État et le gouvernement à ouvrir un dialogue national sur cette question et bien d'autres relatives au vivre ensemble au Cameroun, et aucune réponse concrète n'a été donnée jusqu'ici. On annonce la visite de la secrétaire générale du Commonwealth. Pensez-vous que des pressions internationales peuvent faire changer d'avis au pouvoir public? Justement, c'est ce mutisme qui nous amène à ces dégâts. Nous étions en train de subir déjà les affaires de terrorisme. Comme ça ne suffit pas, voilà les anglophones qui commencent. Le pays est sérieusement attaqué. Je crois qu'il faut prendre cela très au sérieux. Les pays d'extérieur qui viennent, quand ils viennent pour s'ingérer à nos problèmes, je ne pense pas que c'est pour simplement nos biens, parce qu'ils ont aussi leur intérêt là-dedans. Mais normalement, le linge sale devrait se laver en famille. On devrait nous-mêmes ce problème. Le peuple camerounais, avec son gouvernement, pouvait déjà résoudre ce problème. Mais si nous avons laissé ce problème évoluer comme un cancer, aujourd'hui, c'est arrivé à un stade où guérir est un peu difficile. Donc, il faudrait vraiment que le gouvernement trouve une autre solution. Que ce n'est pas le Commonwealth ou alors l'ONU ou alors un organisme international qui pouvait venir résoudre nos problèmes. Nous sommes capables de résoudre nos problèmes. Il faut que nous-mêmes nous sachions que, ayant réclamé l'indépendance, nous avons besoin d'être libres, indépendants et gérer nos problèmes. Le linge sale se lave en famille, comme je l'ai dit et je le répète. Justement, nous sommes à 2 semaines de la fin d'année. Il y a le traditionnel discours du chef de l'État, président de la République, qui est très attendu, avec cette crise anglophone qui a dominé l'actualité durant cette année 2017. Quelles sont vos attentes? Quelles doivent être les priorités du gouvernement du président de la République?
Les priorités pour moi, c'est de ce discours, je m'attends à ce que le président trouve la solution sur les deux problèmes. Le problème anglophone, le problème du terrorisme, Boko Haram au Grand Nord, dans l'extrême nord du pays. Bon, non seulement ça, je m'attends à ce que le gouvernement essaye aussi de donner plus d'emplois à nos jeunes. Que le gouvernement essaye aussi de se concentrer sur le problème de santé des Camerounais. Les Camerounais, dans leurs hôpitaux, sont abandonnés à eux-mêmes. Les gens meurent dans les hôpitaux, les gens meurent sur les routes. Il y a des problèmes de route, il y a des problèmes de... Je crois qu'il y a aussi des conducteurs qui n'ont pas réellement le permis, qu'on achète comme ça, comme si on achetait un bout de pain dans les boutiques. Il faut que le gouvernement, moi je m'attends à ce que le président de la République essaye de trouver la solution sur le problème du terrorisme, les routes, les emplois des jeunes, pour éviter aussi l'exode rural et cette immigration clandestine que les Camerounais deviennent des esclaves en Libye et même les pays voisins, au Gabon, en Guinée équatoriale, ce sont des Camerounais qui sont devenus des sans-papiers. C'est des Camerounais qui sont devenus ridicules. Donc aujourd'hui, je m'attends à un discours constructif, un discours d'apaisement, un discours de grands projets, de grandes réalisations, un discours d'un Cameroun debout, un discours d'un Cameroun enfin miniature qui mérite d'être, qui est le poumon de l'Afrique centrale. Parce que s'il y a problème au Cameroun, toute l'Afrique centrale est touchée. Merci Abiba Issa Douala Mbedi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. L'émission 100% foot présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision.